Bonjour à tous, donc c'est un plaisir ici de pouvoir vous présenter des éléments de construction sur ce qu'on appelle l'infrastructure de recherche DataTerra, avec ici des exemples appliqués sur les risques sanitaires et naturels. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'infrastructure DataTerra? Donc c'est une e-infrastructure de recherche qui a pour vocation d'offrir et de développer un certain nombre de services aux données pour la communauté des chercheurs, mais aussi pour toutes les communautés utilisatrices. Donc quand on parle d'offres de données, c'est-à-dire faciliter un certain nombre d'accès aux données qui vont permettre aux chercheurs et aux acteurs publics de mieux étudier le système Terre et sa dynamique. Et donc vous voyez ici que cette infrastructure, elle regroupe un ensemble d'organismes de recherche, d'institutions, mais aussi d'universités qui se sont mis ensemble pour justement offrir un dispositif qui soit mutualisé et qui puisse servir au plus grand nombre. Donc cette infrastructure DataTerra, vous voyez aussi par le petit schéma à droite, qu'elle se décompose et elle se base sur les différents composants du système Terre pour vous faciliter justement la recherche de ces services aux données avec des entrées plutôt thématiques. Donc vous voyez qu'à travers ce qu'on va appeler le pôle de données de service TEIA, on accédera plutôt aux données et aux services des surfaces continentales. À travers le pôle formataire, tout ce qui va concerner la terre solide. Le pôle Odatis pour tout ce qui concerne l'océan. La biodiversité et l'écologie pour tout ce qui est le pôle national de biodiversité. Et enfin l'atmosphère avec le pôle Aéris. Donc l'objectif de développer une offre de service, ça veut dire qu'on va s'appuyer sur des infrastructures numériques qui vont être répartis sur l'ensemble du territoire. Et donc, on va utiliser et s'appuyer sur un certain nombre de grands projets pour développer cette infrastructure numérique. Et on va s'appuyer sur les communautés de chercheurs existantes sur le territoire. Donc, quand on parle d'offres de services aux données, de quoi parle-t-on exactement? On va retrouver ici les 4 grandes catégories de services qui rentrent un peu dans le domaine de ce qu'on va appeler le monde de l'open science, avec 4 catégories de services. Donc tout d'abord l'aspect accès aux données, l'aspect production régulière, donc service de transformation, pour éviter justement un certain nombre de pré-traitements. On a vu à travers différentes présentations ce matin que les chercheurs, les communautés passent beaucoup de temps à faire du pré-traitement de données, du téléchargement, du masquage des nuages, etc. Donc voir ici comment on va pouvoir proposer des services qui vont permettre finalement de sauter un peu cette étape et que les chercheurs puissent se concentrer sur leur recherche proprement dite. On va également développer un certain nombre de services d'analyse et de croisement de données, mais aussi un certain nombre de services d'accompagnement des utilisateurs. Donc pour l'accès aux données et l'accès à ces services, ça va se faire à travers l'entrée des différents pôles et ce qu'on appelle nos différents portails d'entrée où vous aurez un certain nombre de liens. Donc, associés à ces différents portails et ces pôles de données, vous voyez qu'on a développé aussi un certain nombre de dispositifs transversaux, comme Dynamis qui a déjà été cité plusieurs fois ce matin, mais aussi un dispositif d'accompagnement des utilisateurs pour faciliter les échanges entre le monde de la recherche et la société. Donc, pour déployer et développer ces services, on s'appuie sur des infrastructures de calcul numérique réparties sur le territoire. Donc, vous avez une carte ici qui représente des centres, des nœuds ossatures, des infrastructures sur lesquelles ces services vont être développés. Et donc, ici, avec, vous voyez, les différentes couleurs qui peuvent correspondre aux différentes thématiques des pôles. Et donc, à l'heure actuelle, on est en pleine construction ici pour développer ce qu'on appelle ces centres de données et de services sur le territoire, sur les territoires d'outre-mer. Donc, pour vous donner des exemples concrets, ici notamment appliqués aux risques sanitaires et aux risques naturels, donc on va regarder un petit peu à travers ces différents services, qu'est-ce qui est proposé dans DataTerra. Donc, en termes de services d'accès aux données, on a déjà évoqué ici le service Dynamis, où vous avez vu que vous avez un accès facilité avec tout un écosystème d'accompagnement pour à la fois adhérer à ce dispositif, mais aussi télécharger un nombre de données
que ce soit pour les scientifiques ou pour les acteurs publics, ou encore pour les acteurs privés, dans le cadre de commandes publiques. Donc un exemple ici, même 2 exemples d'activation de programmation d'acquisition Pléiade sur les territoires d'outre-mer, avec par exemple en 2025 ici 11 scènes Pléiade, donc à 50 cm, qui ont été acquises spécifiquement dans le cadre de la couverture annuelle des littoraux, ou encore ici, suite aux différents événements extrêmes, des commandes spécifiques qui ont été faites pour produire des mosaïques d'images à 50 cm qui sont ainsi disponibles et accessibles via le dispositif Dynamis, avec des acquisitions qui vont se répéter dans le temps pour pouvoir ensuite faire du suivi de l'évolution de ces dégâts et finalement analyser un petit peu la résilience des territoires. En termes d'accès aux données, on a parlé ici et dans les différentes présentations ce matin, plusieurs ont évoqué aussi l'accès à de l'imagerie à haute résolution spatiale, donc plutôt de l'ordre de 10 mètres. Donc là aussi, dans le cadre de Dataterra, il y a un certain nombre de produits un peu plus élaborés qui sont proposés, et notamment ce qu'on va appeler des synthèses mensuelles de réflectance, où ça peut être un produit complémentaire, où au-delà du fait de télécharger toutes des séries d'images avec des nuages, eh bien, on va pouvoir ici accéder à ce qu'on appelle une moyenne mensuelle, donc c'est-à-dire une couverture de l'ensemble du territoire sans nuages qui va correspondre à une moyenne d'un ensemble d'images sur le mois, puisque les images Sentinel-2 sont acquises tous les 5 jours. Donc, dans le cadre ici d'analyse de la dynamique du territoire, par exemple sur l'érosion du trait de côte, etc., on va pouvoir également utiliser ce type de données pour pouvoir faire des analyses de séries temporelles sur le long terme. Donc, au-delà aussi de l'imagerie satellitaire, l'objectif est de mettre à disposition d'autres données qui sont produites par les communautés de chercheurs et à travers les différents dispositifs d'observation. Et donc, à travers les différents catalogues de données des pôles, vous allez avoir accès à ces différentes données. Je vous ai mis ici de nouveau 2 exemples produits localement, avec notamment des modèles numériques de terrain et des orthophotos produites par vol drone, qui sont accessibles via ces différents dispositifs, ou encore des données in situ qui vous permettent de faire ensuite du croisement de données. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans cette offre faciliter vraiment l'accès à la multitude de données qui est hétérogène pour faciliter le croisement et les recherches. Donc on a vu aussi ce matin qu'on passait beaucoup de temps, souvent, à faire du pré-traitement sur l'imagerie satellitaire. Et donc pour se consacrer un peu plus aux analyses les plus intéressantes en termes de recherche et de thématiques, on développe aussi des services de traitement en ligne sous la forme de web services qui vont permettre justement de porter le calcul de ces pré-traitements à distance et donc sur des web services. Donc par exemple, tout cet aspect de co-registration d'images, de calcul d'indicateurs spatiaux ou de métriques spatiales ou de métriques phénologiques, eh bien on va pouvoir sélectionner sa zone d'étude, sa période d'intérêt, identifier et sélectionner ses propres indicateurs et ensuite lancer ce calcul et récupérer les données sous différentes formes, soit sous la forme image, soit sous la forme de résultats d'indicateurs. Donc on voit que souvent, ce sont des données de base qui sont ensuite utiles pour les analyses suivantes. Donc vraiment, on essaye de démocratiser l'accès à l'imagerie satellitaire avec ce type de service qui est plutôt destiné à des publics un peu moins experts justement de toute la partie traitement d'images. En sachant que de toute façon, les algorithmes qui tournent derrière sont toujours disponibles également et en libre accès pour les utilisateurs qui seraient un peu plus experts. Un autre exemple de service déployé dans le pôle formataire, donc plutôt sur les aspects terre solide, avec ici vraiment des services de calcul qui sont en production et donc
avec un système de connexion où vous allez pouvoir accéder à un certain nombre de services qui vont traiter de l'imagerie et des séries temporelles, d'une part optique ou d'autre part radar. Donc, des premiers services qui vont permettre, à partir d'images pléiades stéréoscopiques ou tristéréoscopiques, eh bien, de produire des modèles numériques de surface et de terrain, mais aussi souvent des méthodes et des chaînes de traitement matures, notamment en termes de résultats, notamment sur, par exemple, la corrélation d'images qui va permettre de s'intéresser plus à la déformation de différents types de surfaces, que ce soit des glaciers ou de la subsurface, type glissement de terrain, etc., avec souvent des méthodes et des techniques de traitement qui sont souvent consommatrices de ressources de calcul, et donc là aussi un certain nombre de chaînes de traitement qui ont été portées sur des infrastructures de calcul pour pouvoir effectuer ces calculs plus facilement et récupérer ainsi le résultat. Donc, un premier exemple ici, avec la chaîne de traitement DSM-Opt, donc qui traite de l'imagerie pléiade stéréoscopique ou tristéréoscopique, qui a été ici appliquée sur le volcan du Piton, avec de toute façon une présentation plus détaillée qui sera faite cet après-midi par Nicolas Villeneuve, mais qui montre ici qu'on va pouvoir s'intéresser véritablement à son objectif d'étude, c'est-à-dire calculer des volumes de coulées de lave en utilisant cette chaîne de traitement. On voit que cette chaîne de traitement, elle est en production. Elle peut être appliquée à différents types de milieux. Et on voit qu'on a une précision suffisamment intéressante avec les images pléiades pour pouvoir aussi lancer ce type de chaîne de traitement, notamment sur des espaces un peu plus anthropisés et notamment les espaces urbains. Donc vraiment une multitude d'applications à laquelle cette chaîne va pouvoir répondre. Un autre exemple ici de chaîne de traitement appliquée au suivi des risques naturels. Donc ici, sur un exemple d'application qui ne concerne pas forcément la zone d'étude ici ou le secteur de La Réunion, mais une chaîne de traitement qui a été appliquée suite à un glissement de terrain en Californie, qui va permettre ici de produire des cartes de déplacement et donc de produire un certain nombre d'analyses qui vont permettre de suivre ce type d'événement. Donc un exemple ici aussi sur le glissement de terrain qui a eu lieu à La Réunion, ou des techniques de corrélation qui étaient appliquées sur des images un peu plus anciennes de type SPOT5. Donc on voit que ce type d'algorithmes qui ont été portés sur des infrastructures de calcul pourraient être utilisés maintenant avec ce type d'imagerie sur des secteurs d'intérêt pour vous. Donc au-delà des services de calcul et de traitement, il y a aussi des services de visualisation qui sont proposés à partir d'un certain nombre de données. Et donc ici, un exemple de service de visualisation qui concerne des séries temporelles de positionnement GNSS, où on va pouvoir localiser de manière interactive un certain nombre de points de mesure et ainsi accéder à des outils et des graphiques de visualisation, on va dire sous la forme classique à travers un web service. Mais de nouveau, tout ça pour faciliter l'accès et la visualisation à ce type de données. D'autres exemples, toujours qui vont exploiter aussi l'imagerie satellitaire, qui a cet avantage de couvrir de larges zones, qui est largement disponible à l'heure actuelle, avec une fréquence d'acquisition qui devient vraiment intéressante, puisqu'on l'a dit, qu'on a maintenant avec Sentinel-2 notamment plus de 10 ans de retour d'expérience, mais aussi à travers l'imagerie Pléiade, où maintenant on arrive vraiment à des archives historiques très intéressantes pour faire des analyses de dynamique des territoires. Donc des cartographies d'occupation du sol qui sont produites avec des chaînes de traitement qui vont permettre d'actualiser et de faire des analyses sur la dynamique du territoire. Donc des données qui sont accessibles via Théa et le catalogue du CIRAD qui est également présenté ici dans un stand. Pour finir ici, un ou deux exemples sur les risques de maladies infectieuses pour vous montrer aussi qu'à partir de ces cartes d'occupation du sol ou des indicateurs dérivés, on va pouvoir aussi croiser ce type de données avec d'autres données hétérogènes et produire ainsi et utiliser ces données en input
de modèles, et vous avez ici 2 exemples, avec des modèles qui s'intéressent à la prédiction de l'abondance de certains vecteurs, soit par exemple ici le vecteur de la dingue sur la gauche, qui va permettre ensuite de produire des indicateurs spatialisés, par exemple à l'échelle du quartier, ou encore sur l'île de la Réunion, des études qui ont été faites sur la distribution des puces. Enfin, vous voyez qu'à travers tous ces dispositifs, l'intérêt, c'est de pouvoir également, à travers Dataterra et les différents pôles de données, c'est de pouvoir identifier aussi les experts scientifiques sur ces différents domaines d'études que l'on va pouvoir identifier dans les pôles à travers ce qu'on a appelé les consortiums d'expertise scientifique, mais aussi à travers toutes ces données qui sont produites par les scientifiques sont aussi visibles et accessibles à travers des réseaux spécifiques d'acteurs qui se mettent en place sur une thématique ou une application particulière, où vous avez un exemple ici d'Anteia, avec vraiment tout un réseau d'acteurs autour de l'application santé, maladies humaines et animales. Donc, vous pouvez également rejoindre ce réseau pour pouvoir échanger entre les différents acteurs. Dernière diapo ici, pour vous montrer que cet échange justement entre la communauté scientifique et les réseaux d'acteurs est une des missions également de Dataterra. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, nous avons mis en place ce qu'on appelle un réseau d'animation régionale thématique qui est réparti sur le territoire. Donc, on est également en cours de discussion ici pour construire ce type de réseau en s'appuyant sur tous les dispositifs existants, mais en permettant justement ces échanges entre les communautés scientifiques et les communautés d'acteurs. Donc, on vous invite à nous rencontrer, puisqu'on est plusieurs à être présents ici pour cette journée, avec un stand d'ici juste à l'entrée. Et donc, merci pour votre attention et on vous dit à bientôt. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. On va passer aux questions. Bonjour, je voudrais savoir qui peut avoir accès à vos données et vos services, pense en particulier aux projets amateurs, et quelles sont les conditions économiques d'accès. Merci. Alors, la plupart des services que l'on développe sont d'abord destinés aux communautés scientifiques, mais ensuite, tout se base on est dans cette politique de science ouverte, de partage à la fois des données et des codes. Et donc, l'idée, c'est que ces données soient aussi accessibles pour d'autres acteurs, en sachant qu'en fonction de son niveau d'expertise, on ne va pas forcément aller chercher le même type de données. Donc, dans le cadre de Dataterra, et en s'appuyant sur aussi des grands projets structurants, on est aussi en train, pour justement donner accès à d'autres communautés, autres que les scientifiques, à mettre en place ce qu'on appelle des portails d'accès aux données par une entrée thématique, comme en lien par exemple avec le PEPR Bridge, qui concerne beaucoup ici le secteur, pour justement faciliter et construire aussi des indicateurs qui soient utilisables par d'autres communautés. Donc oui, certaines données, et beaucoup de ces données vont être accessibles. En fait, Dataterra et les pôles vont permettre de découvrir les données à travers justement une description suffisamment détaillée pour comprendre et pour voir si cette donnée est intéressante, et vont permettre aussi d'aller chercher ces données-là et de rentrer surtout en contact avec les chercheurs qui sont producteurs de ces données-là pour pouvoir également bien les utiliser. Donc oui, la plupart des données vont être accessibles et réutilisables, et certaines dans des conditions pas forcément destinées pour une activité commerciale derrière, mais toujours dans une activité en lien avec les acteurs publics. Donc voilà le dispositif qui se met en place. Très bien, merci. Pas d'autres questions? Si, on fait une dernière question et on avance. Est-ce que vous pourriez détailler le lien entre le PNDB, SINP, ONB, etc.
Alors oui, justement, c'est bien parce que l'écosystème est très complexe qu'à travers Dataterra, eh bien, on est justement en interaction avec tous ces systèmes d'information finalement qui distribuent les données et pour pouvoir articuler ça et rendre finalement les données interopérables. Donc nous, on travaille justement avec ces différents organismes et SI pour se mettre d'accord pour que les normes utilisées soient les mêmes et qu'ainsi les données qui sont à la fois déposées dans le SINP soient également et remontent, soient découvrables également dans les pôles de données et dans Dataterra. Donc c'est tout ce travail d'interopérabilité qui passe aussi par un travail beaucoup sur le vocabulaire et la sémantique. Donc le fait de dénommer de la même façon telle ou telle variable, en sachant qu'on est issu de disciplines très différentes, c'est vraiment très important pour rendre les données interopérables. Donc c'est comme ça qu'on travaille avec tous ces dispositifs-là, et y compris pour qu'il y ait une articulation avec l'échelle européenne et internationale. Donc c'est vraiment sur la durée et de grande ampleur, parce que ça nécessite pas mal de travail. Et donc c'est pour ça que c'est réparti aussi dans les différents pôles, avec justement un accompagnement aussi pour aider à bien fériser ces données pour qu'elles soient lisibles et interopérables dans différents dispositifs. D'accord. Donc les outils qu'on connaît restent, mais oui, ils communiquent entre eux pour que la donnée soit découverte aussi par d'autres communautés et pas que la sienne. Pour que voilà, ça passe au-delà de la biodiversité et de l'écologie, mais que quelqu'un en sciences humaines et sociales puisse aussi découvrir que ces données existent aussi. Merci. Merci beaucoup.